Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Très heureux que vous soyez avec nous pour cet autre épisode de Dans la cage. Pat, en forme? Très en forme, toi. Oh, ça va bien. Merci beaucoup. En forme parce qu'on a un autre gros épisode pour vous. Bien sûr, revenir sur ce qui s'est passé le week-end dernier à l'UFC. Parce qu'une vedette est née. Jiří Procházka, le Tchèque. Si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous le connaissez. Vous allez apprendre à le connaître au cours de la prochaine heure ou des prochaines minutes, en fait, parce qu'on va en parler. Quel KO il a obtenu cette fin de semaine contre Dominique Reyes. Ça a été une très bonne carte quand même, une bonne carte principale. Beaucoup de choses à raconter sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Beaucoup de choses à dire également sur la carte en fin de semaine, Pat, parce que malheureusement, les dieux des arts martiaux mixtes n'ont pas été du côté de l'UFC avec beaucoup de chambardements. On a perdu notre combat principal. On va vous, soit beaucoup de choses à dire ou rien pantoute. Ou rien pantoute. Bref, on va quand même faire une mise à jour de tout ce qui s'est passé avec ça. Mais oui, grosse malchance quand même en perdant l'événement principal de ce samedi. On va également... il y a 2 événements PFL au cours des dernières semaines, un 3e qui s'en vient dans quelques jours. On va faire une mise à jour de ce qui s'est passé à Pro Fighters League là, parce que quand même... Comment ça marche aussi? Ouais, comment ça marche? Quand même un Canadien aussi ça, qui est en action la semaine passée. Ouais. Il y a des points, après ça, dépendamment comment tu gagnes, où est-ce que tu gagnes, dans quel round, de quelle manière. Après ça, il va y avoir des playoffs, comme des séries éliminatoires. Après ça, il y a le combat de championnat. Je comprends ceux qui... C'est comme un vieux concept qui est revenu, mais remoulé un peu aux arts martiaux mixtes d'aujourd'hui. Oui, exactement. C'est un concept intéressant quand on comprend ce qui se passe et qu'est-ce qu'on regarde. Donc, on va essayer de vous permettre d'y voir plus clair. Mais Pat, commençons d'abord avec Jiří Procházka parce que, je le disais, gros KO contre Dominique Reyes. Non seulement c'est un gros KO, ça a été un bon combat du début à la fin, beaucoup d'action. Reyes qui a mangé des coups, qui en a donné. Procházka qui voulait rien savoir, semblait pas du tout ébranlé. Il a fini ça avec un move de ninja, un coup de coude renversé, vraiment de façon qui sortait un peu de nulle part. Là. Il l'a vraiment expliqué après, c'était ses réflexes. Bon, tout d'abord, première question, est-ce qu'une étoile est née samedi dernier? Oui, je pense que oui. Écoute, il est charismatique aussi. C'est pas un gars qui parle très, très bien en anglais, mais il est charismatique. On l'a vu dans l'entrevue. Je pense que c'est un gars qui peut attirer beaucoup la sympathie des fans. Honnêtement, je sais pas comment les fans vont aimer aussi. Oui, honnêtement, je ne sais pas comment son style va durer longtemps. Parce que c'est un style qui est quand même tout croche. Mais c'est son style à lui. T'sais, on dit la même chose de Tony Ferguson. C'est tout croche, mais ça marche pour lui. Mais je veux dire, il y a de la puissance. Tout ce qu'il lance, c'est pour passer le KO. Il est capable de prendre un coup aussi. Avance, ne se laisse pas intimider. Je veux dire, il se battait contre Reyes quand même. Il ne s'est pas laissé intimider. Il est rentré dedans. Écoute, il a dominé d'un bout à l'autre. Puis écoute, ça a été, je ne veux pas dire facile, là, mais ça a été vraiment compliqué pour Reyes. Puis, on parlait de John Jones, après que tu aies passé après John Jones, c'est pas toujours au jour. Là. Il y a juste Anthony Smith qui a une fiche gagnante après avoir s'est battu contre John Jones. Toutes les autres ont une fiche perdante, spécialement Reyes. Lui, il est invaincu avant de se battre contre Jones. Là, il est passé de 11-0 à 0-3 dans ces 3 derniers. On dit tout le temps, comment tu vas rebondir d'une première défaite en carrière? Il y en a qui sont jamais capables. Chris Weidman n'a jamais été capable de revenir qui était. Est-ce que Reyes, ça fait partie de ça? Présentement, ça s'enligne vers ça. Oui. C'est sûr que pour lui, il n'a pas affronté il a affronté John Jones, après ça, Jan Blachowicz pour le championnat. Blachowicz lui a passé le KO. C'est sûr qu'il n'affronte pas des combattants moyens, mais je comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai qu'il y aurait... Tu as raison, Ben. Puis moi aussi, à un moment donné, je disais ça. Sauf que je me suis assis, puis j'ai repensé à ça. Je dis, ouais, mais tu veux qu'il pogne qui? Il est l'aspirant numéro 3. Fait que c'est sûr que, je veux dire, tu disais, ouais, mais regarde, c'est la même chose pour celui qui l'a battu.
C'est vrai qu'il l'a battu. Je dis, ouais, mais regarde qui se battait contre. Il se battait contre l'aspirant numéro 3, il se battait contre Reyes, qui, aux yeux de plusieurs personnes, avait battu John Jones. Fait que c'est la même chose pour les deux. Donc, des fois, je trouve que c'est un. Tu sais, à moins que tu ne sois pas ranké puis accepter des combats à la dernière minute où ils t'ont donné une chance, puis là, tu t'es battu contre un gros nom. Sinon, t'es rendu là dans ta carrière. Fait que, à mon avis, c'est pas une excuse de dire oh, mais regarde contre qui s'est battu. Si tu te bats contre ces gars-là, c'est parce que t'es rendu à ce niveau-là, à mon avis. Ah, t'as raison. T'es condamné à l'excellence, t'es condamné à. C'est pas comme la boxe, là, si on peut faire un parallèle. Là, c'est vrai, en boxe, il y a des anciens champions qui sont inactifs pendant un certain temps. Ils ont des combats de remise en forme qu'on appelle. On voit ça relativement souvent. Quand tu es rendu à l'élite à l'UFC, dans le top 3, top 4, top 5 de ta catégorie, t'as pas ça. Tu affrontes d'autres monstres, puis que le meilleur gagne pour continuer de monter. Et Reyes, malheureusement, pour lui, n'a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire. 0-2 depuis sa défaite contre John Jones, 0-3 dans ses 3 derniers. C'est pas faute d'avoir essayé parce que, bon, je le disais, là, il a mangé des coups, il a réussi à en donner, mais bon, la puissance de Prohaska ne fait aucun doute. On le savait lorsqu'on regardait sa fiche. On n'avait peut-être pas vu ses combats parce qu'il se battait au Japon. Il était champion de l'organisation Ryzen. Quand même beaucoup d'expérience, une trentaine de combats professionnels. 27 victoires, 24 par KO, 22 qui étaient survenus au premier round. Tu regardes juste sa fiche, tu te dis, ce gars-là, c'est un cogneur, c'est sûr. Même si on peut questionner peut-être la qualité des combattants qu'il a affrontés. Mais ce qui est impressionnant aussi de lui, c'est qu'il a un méchant menton. Là, parce que Reyes a réussi à le pincer à quelques reprises en contre-attaque. Puis, comme si de rien n'était, mangeait des coups Prohaska puis continuait d'avancer. Là. Ça, c'est juste une morale. Hein, je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé là, quand je me suis battu. Mon premier combat 170 contre Bobby Volker. J'ai tout lancé, l'évier de la salle de bain, une pelle. Je pense qu'il n'aurait même pas tombé. J'ai donné mes meilleurs coups, puis j'étais, ben ouais, il a knocké du monde à 205 livres avec ça. Puis lui, à 170, ça ne fait rien. Puis tu donnes tes meilleurs coups, puis il continue d'avancer. Ça te prend quand même une force mentale pour être capable de passer par-dessus ça. Parce que tu donnes tes meilleurs coups, puis on dirait que ça ne change rien, puis il avance comme un zombie. C'est pas mal ça qui était arrivé avec Prohaska, puis je pense que ça l'a dérangé dans le style ou l'attitude de Reyes. Puis, je veux dire, à toutes les fois qu'il touchait la cible, Prohaska, ça faisait mal. Tu voyais que ça dérangeait, puis lui, il respectait pas du tout. On l'a vu, Reyes. On le voyait dans ses yeux. C'est sûr qu'il s'en est de plus en plus ébranlé. Son œil gauche, sauf erreur, était presque complètement fermé à la fin. Mais c'est comme si, tu as raison, petit à petit, ce qu'il y avait de confiance, puis ce qu'il y avait de volonté à être là, on dirait que le réservoir, on le voyait baisser. Là. Puis, il a comme tout donné à un moment donné. À un moment donné, je ne dis pas qu'il est passé proche de gagner, là, mais il a réussi à avoir une guillotine qui semblait assez serrée. Puis là, tu te dis, OK, c'est sa chance de gagner ce combat-là. C'est là, doit la prendre. On le voit, il a presque tout donné, mais déjà, le réservoir était à moitié vide. Prohaska a relativement facilement réussi à s'en sortir. Puis là, aussitôt que ça est remonté sur les pieds, ça se passait au deuxième round, là, tout ça. Là. Aussitôt qu'on est revenu sur nos pieds, c'est là que le barrage de coups est arrivé, puis là, les coups de coude. Et là, en se retournant, on le voyait que c'était pratiquement terminé là, pour Dominique Reyes à ce moment-là. Et Prohaska aussi, Pat, que j'ai aimé dans son entrevue, c'est qu'il n'a pas dit « Wow », il n'était pas comme aux oiseaux, là, de dire « Wow, j'ai réussi un des KO les plus spectaculaires de l'année. Ouais. » Il a même dit « C'est même pas mon plus beau en carrière. » Puis il dit pratiquement ce qu'il va retenir, c'est le négatif, c'est de s'être exposé, d'avoir été un peu trop gourmand, d'avoir avancé un petit peu sans stratégie. Il dit, c'est mon style, il faut que je fasse attention à ça, mes coachs le disent. Mais il y a encore énormément de place à amélioration, puis ça fait peur aussi. Ouais, mais tu sais, je veux dire, oui, t'as raison, mais c'est son style. C'est pas un style qui est classique, là. C'est pas un style propre. Ça a l'air un peu tout croche, il garoche à gauche, à droite, mais ça marche pour lui. Tu sais, c'est pas un style que je dirais à quelqu'un qui commence, regarde lui, là, c'est correct. Non, c'est rien de correct. Mais tu développes ton propre style avec les années, puis lui, c'est ça qu'il a fait. Écoute, oui, le KO qu'il a fait, c'est un des KO les plus spectaculaires de l'année, à cause de comment il l'a frappé, mais à cause aussi comment Reyes a tombé. Reyes est tombé face plant. Là. Il n'y avait plus rien. Là. Il est tombé en face première. Et là, Reyes, lui, c'est un combattant qui aime ça se battre debout. Hein. Là, ça fait 2 knockouts qui se fait passer. Puis celui-là, c'est un knockout qui peut laisser beaucoup de traces, beaucoup de marques, psychologiquement, je parle. Donc, je ne sais pas s'il va être capable de revenir au sommet Reyes. Pour vrai, là, ça peut être
ça peut être un KO comme ça qui termine une carrière là, au niveau de la confiance pour un combattant. Ouais, il va devoir prendre vraiment le temps là, de revenir. De toute façon, ça se peut qu'il fasse face à une suspension de 6 mois, une suspension médicale, là, en fait, qu'on ne lui permette pas de revenir à l'action avant 6 mois. Ouais. Effectivement, de la façon dont il est tombé, c'est spectaculaire, mais en même temps, ça fait peur parce que vous êtes parti en pause. Là, on regardait RDS, on est parti en pause 3 minutes. On est revenu de la pause pour la décision, puis Reyes était encore au sol. Il était réveillé, mais il n'était pas revenu sur ses pieds, il ne s'était pas relevé. On voyait qu'il était encore vraiment ébranlé. Là. Il a vraiment perdu la carte complètement. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, Prohaska, qui, on le disait, devient une vedette pratiquement instantanée. Déjà après son premier, c'était son deuxième combat à l'UFC. Là. À son premier combat à l'UFC 251, avait battu Volkan Oezdemir. Gros KO, deuxième round, là aussi. Là, c'est son deuxième KO de suite à 105 livres. Et immédiatement, avait intégré le top 5 à 205 livres. Pas la division où il y a le plus de profondeur, mais quand même, un exploit en soi d'intégrer le top 5 après un seul combat dans l'organisation. Là, vient de battre l'aspirant numéro 3. Tout le monde parle de combat de championnat déjà pour lui. Il y a un gars qui s'appelle Alexander Rakic, qui est là, puis qui lève la main, puis qui dit wow, moi je suis classé numéro 2, là, allons pas trop vite. Rakic contre Prohaska, ça fait du sens à première vue. Ben oui, c'est très vendeur. Puis tu disais que c'est une catégorie qui n'a pas beaucoup de profondeur. Maintenant, il y en a. Quand John Jones était là, il n'y en avait pas. C'est ça qui est là, cette division-là est rendue intéressante à cause de ça. Il n'y a pas John Jones et les autres. Là, c'est toutes les autres. Je pense que le titre de cette catégorie de poids-là va changer de main assez fréquemment dans les prochaines années. Il n'y a pas un combattant présentement que je vois être capable de garder un règne très longtemps comme John Jones a fait. Bon, ça va être intéressant de voir. Là, présentement, là, c'est Glover Teixeira qui va se battre contre Blachowicz. Jan Blachowicz. Pour le championnat. Ouais. Honnêtement, c'est pas un combat qui m'excite tant que ça. Mais, tu sais, il y en a un qui va être favori, un des deux, mais les deux peuvent gagner. Je ne vois pas un des deux dans ce combat-là qui peut être. Je pense que Teixeira a le menton plus fragile que Blachowicz. Il s'est fait déjà knocker une couple de fois. Mais à part ça, pour moi, c'est assez égal quand même. Les deux gagnants quand même. Tous ceux qui sont dans le top 6-7, à mon avis, tout le monde peut avancer et avoir une chance au titre maintenant. C'est pour ça que la division est rendue le fun à ce temps. Ouais, je suis d'accord. On dit, est-ce que Blachowicz a ce qu'il faut pour rester champion? Moi, il m'a beaucoup impressionné devant Adesanya. On disait, moi, le premier, il n'est pas assez rapide. Pour un gars contre Adesanya, il n'y a pas le talent nécessaire, le talent brut nécessaire. Oui, c'est un cogneur. Oui, on le sait qu'il frappe fort, mais au niveau technique, au niveau talent, pour le combat debout, en kickboxing, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Mais il a tenu vraiment son bout contre Adesanya. Donc, tu te dis, s'il améliore vraiment sa technique, s'il est capable de tenir son bout contre les meilleurs kickboxers, contre le meilleur kickboxer peut-être de l'UFC, en plus qu'il y a de la puissance. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas les lourds, là, mais presque, là, parce qu'un coup de poing, ça peut faire quand même la différence. Les gars, quand même à 205 livres. Moi, j'ai un mixed feeling justement avec sa performance contre Adesanya. Oui, il a gagné. Oui, il m'a impressionné aussi. J'ai un mixed feeling parce que je trouve qu'Adesanya a donné une performance de merde. Honnêtement, je trouve qu'il ne s'est pas présenté dans ce combat-là. Il était hésitant, il lançait rien. Peut-être qu'il a goûté à la puissance de Blachowicz en début de combat, puis ça l'a comme ralenti. Faut pas que je me fasse pincer. Mais c'est pas le Adesanya qu'on a vu dans les autres combats qui était créatif dans ses attaques, qui allait, puis qu'il n'était pas gêné de faire des feintes, puis faire des choses spectaculaires. Alors, c'est pour ça que moi, je suis comme un peu. On dit ça, mes figues, mes raisins, là, cette expression-là. Je suis comme. Oui, il a gagné. Oui, c'est vraiment cool. Puis il m'a impressionné. En même temps, je suis tellement déçu de la performance d'Adesanya que j'étais comme ah ouais, ben vas-y. Ah ouais. On attendait tout le temps qu'il se passe de quoi. Fait que c'est un peu pour ça, mais moi, je pense pas qu'il y a personne dans la division présentement qui va être capable de partir sur un règne. Même la moitié d'un règne comme John Jones a eu présentement. Juste terminer en vous disant que Blachowicz contre Glover Teixeira, ça se passe à l'UFC 266, c'est au mois de septembre. Donc dans 3 mois là, environ, même 4. Donc il y a du temps là, avant
parce qu'on parle, est-ce que Prochazka devrait affronter le gagnant entre Teixeira et Blachowicz? Le gagnant de ce combat-là ne se battra pas avant un mois, là, avant la fin de l'année 2021. Il y a du temps pour que Prochazka remonte dans l'octogone. Et Rakic s'est battu il y a quoi, un mois environ? Il y a de la place pour que lui. Il y a du temps pour que lui se batte. Donc, je ne vois pas pourquoi on attendrait une chance au titre quand on a le temps amplement de faire un vrai combat pour le titre d'aspirant numéro 1. Puis après ça, à la fin de 2021, pour affronter le gagnant de Teixeira, Blachowicz. C'est ma vision des choses là, quand on regarde le calendrier dans cette catégorie-là chez les Milo. Dans la demi-finale, Giga Chikadze contre Cobb Swanson, Pat, tu m'avais dit la semaine passée que tu t'attendais à un bon combat entre ces deux gars-là. Chikadze, le nouveau venu, Cobb Swanson, la vieille garde, un gars qui a connu des moments plus difficiles, mais qui semblait vraiment remonter la pente, qui était sur une séquence de 2 victoires. Et loin de moi l'idée de dire que Cobb Swanson n'a pas livré un bon combat, là. C'est juste qu'il s'est fait pincer par un coup de pied tout simplement parfait. N'importe qui aurait plié en deux avec ce coup de pied au foie de Chikadze au premier round. Et j'ai appris que Chikadze avait inventé le Giga Kick, comme ça qu'on l'appelle, et il a été bien appliqué. Oui, et encore une fois, cet exploit-là est encore plus grand quand on sait le toughness de Cobb Swanson. Comment Cobb Swanson est capable de prendre un coup, qui est allé à des guerres, mais c'est pas la même chose quand tu vas te faire frapper précisément à l'endroit qui fait le plus mal sur le corps, et c'est pas la mâchoire, c'est pas les jambes, c'est le foie. C'est un coup au corps, au foie, tu peux pas te remettre de ça. Que tu sois le plus tough au monde, que tu peux manger des coups de poing dans la face pendant 15 minutes, tu vas recevoir un coup au foie, un seul, à la bonne place. Les jambes te lâchent. C'est comme si tu te faisais mettre un couteau dans le corps. La douleur est horrible. Puis tu peux pas revenir de ça à 100%. Si, admettons, il avait résisté, il avait réussi à l'agripper, puis il avait passé quelques secondes pour que la douleur s'en aille modérément, et là, il se relève. Après ça, là, une pichinotte à la même place. Les jambes, ils lâchent. C'est une douleur. Tu blesses un organe. Donc, cette douleur-là reste longtemps, puis ça prend du temps avant que ça se guérisse par elle-même. T'sais. Parce que quand tu blesses l'organe, ben là, l'organe saigne. Fait que, tant que ça, c'est pas réparé, ben, la douleur reste là parce que le corps, il se protège. Pourquoi que ça... Je vais faire un petit cours de médical. Là. Pourquoi que tu as mal dans la vie? C'est un résultat de protection du corps. Donc, si ça fait pas mal, tu vas continuer et tu vas te blesser pour vrai. C'est pour ça que ça existe, le mal dans la vie. C'est pour te protéger pour pas que tu te fasses plus de dommages. Donc, ça, là, cet organe-là là, est vital. Et quand tu le frappes, là, il te dit « Bro, t'es pas supposé me frapper. » là, tu comprends? Fait que c'est horrible. Fait, on va dire de quoi ce coup-là était parfait, comme tu l'as dit. C'était un coup by the book. C'était parfait. Puis il s'était mis beaucoup de pression à Chikadze avant. Il dit « Moi, je suis le meilleur striker de cette division-là. » C'est vrai, un ancien kickboxer de Glory. Puis là, on attendait. Son dernier combat, il a fait un beau KO avec un coup de pied à la tête. On était là, OK, peut-être, on va voir. Là, écoute, c'était une application d'une technique parfaite. Parce que là, veut pas, Chikadze est rendu à 8 victoires de suite, dont 6 depuis ses débuts à l'UFC. Bon, beaucoup de décisions au début de carrière. De là, l'espèce de... Là, il est-tu si bon que ça en kickboxing? Il est-tu vraiment un bon striker? Il n'est pas capable de passer le KO à ses adversaires. Ça fait 2 gros KO de suite. Il était classé 15e dans la division, Swanson 14e. Ou le contraire, Chikadze 14e, Swanson 15e. Là, pas le choix de passer à l'étape suivante pour le Géorgien, qui est un combattant du top 10, là, et pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Tu as raison, et tout ce qui manquait à Chikadze, c'était un gros nom. C'est juste ça qui manquait pour maintenant avoir, pas le droit, mais de valoriser son nom, sa demande pour un combat de plus grande importance. Puis là, ils viennent de le faire, puis pas à peu près. KO premier round. Écoute, ils viennent de passer le KO comme Swanson. Là, quand tu te remémores les guerres que Swanson a eues dans sa carrière, tu te dis, oh boy, OK, là, c'est sa plus grande victoire en carrière, ça, c'est sûr. Ça permettra peut-être à Charles Jourdain de relancer le défi à Cobb Swanson. On sait qu'il l'avait déjà fait. Swanson était sur une séquence de victoires. Charles vient de remporter son dernier aussi. Ça va être intéressant de voir ça va être qui son prochain adversaire. Mais pourquoi pas lui aussi mettre un gros nom à sa fiche. Mais bon, on sait qu'il y a eu cette petite réclame entre les deux. Mais bon, qui ne voudrait pas affronter Cobb Swanson à 145 livres?
de toute façon, Cobb va peut-être prendre aussi un peu de temps pour se remettre de cette défaite-là aussi. Donc, à suivre ce qui va se passer à 145 livres. Pas grand-chose à dire, Pat, sur le combat nul entre Ion Cutelaba et Dustin Jacoby, à part peut-être que c'était divertissant. Que Cutelaba, on pensait qu'il voulait clairement finir au premier round. Dominer complètement ce round-là, même qu'il y a un juge qui lui a donné 18. A vidé sa tank à gaz, comme on dit, et après ça, Jacoby est revenu et a réussi à gagner les rounds 2 et 3 sur les cartes des juges. Là, mais c'était pas textbook de la part de Cutelaba. Il l'avait dans les cadres, son adversaire, domination complète, mais il s'est lui-même, comme s'il avait lui-même mis en péril. On pourrait inventer la roue, là. C'est du Ion Cutelaba 101. Là. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps de même. Je sais pas au monde autour de lui s'ils disent pas, puis si tu réalises pas, mais si tu gagnes pas au premier round, t'es vidé après. À un moment donné, il y a une gestion des énergies qu'il faut que tu fasses dans un combat. Il faut que tu te prépares pour 15 minutes. Si tu gagnes au premier round, c'est un bonus. Et si tu finis ton adversaire rapidement, c'est un bonus. Tu es là, wow, OK, good, je sors de là, je ne suis pas magané. Mais tu es supposé t'entraîner et être prêt pour faire 15 minutes. Clairement, lui, c'est un combattant de un round. Tu n'avanceras pas avec ça. Là, il était sur 2 défaites de ça, le combat là. Tu n'avanceras pas plus haut que ça. Quand tu vas arriver dans des combattants qui ont plus d'expérience, qui savent comment gérer leur énergie. Fait que moi, c'est une stratégie qui... c'est une stratégie qui peut marcher en début de carrière quand tu te bats dans des organisations plus inférieures. Les combattants sont peut-être un peu moins d'expérience. Mais rendu là, tu peux plus être un combattant de rang. Je veux dire, tu vas plafonner. Tu n'iras pas plus haut que qu'est-ce que tu es déjà là. Qu'est-ce que tu as pensé de leur prise de bec à la pesée la veille? C'est Cutelaba qui a pris le coup de Jacoby à la pesée, puis ça s'est poussé. Puis ça, c'est une semaine après que Drakkar Klose a été blessé par Jeremy Stephens pour un truc comme ça à la pesée, une escarmouche à la pesée. Il faut que ça cesse, tout ça. Là. Absolument. Moi, j'aurais donné toute une amende à Cutelaba. Et en plus, on le sait, Cutelaba, toutes les fois qu'il arrive à peser, il fait quelque chose. Il crie, il est bien intense. La chose qui est plus drôle là-dedans, c'est que quand dans le close contre Stephens, c'était Sean Shelby qui était là. Et Sean Shelby a reçu de la merde par Dana White parce qu'il avait dit « Hey, tu peux pas laisser faire ça, il faut que tu réagisses avant. » Là, c'était Dana White qui était entre Cutelaba et puis c'est là, il l'a pogné. Tu peux pas... c'est imprévisible, des combattants. Puis en plus, ils se font avertir. Tu te fais avertir avant la pesée, tout le monde se fait avertir. Il dit, les boys, il dit, le fight, c'est demain. Il dit, prenez pas une chance de blesser votre adversaire, de ne pas travailler, de ne pas être payé. Prenez pas une chance de faire ça. C'est stupide. Et là, encore une fois, Cutelaba arrive. Moi, je te dis, là, ça me fait capoter, ça, ces affaires-là. Puis, je l'aurais mis à l'amende, très sérieusement. J'aurais même quasiment disqualifié. Parce qu'on le sait maintenant, là, c'est assez clair, là, on peut être bien intense, on peut être les yeux dans les yeux, on peut se toucher le front, on peut faire peut-être une petite poussaillade, c'est pas super. Mais là, c'est pas pareil. Là. Jacoby, il n'est pas prêt à être en mode combat. Fait que, oui, il est comme ça, oui, il est peut-être un petit peu tête, mais il relaxe quand même. Là, il ne s'attend pas que le fight commence. Hein. Tu lui pognes la tête en clinch de même. Là, toutes les nerfs, ça peut snapper un peu comme Klose est arrivé. Fait que, je trouve ça vraiment, vraiment stupide. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis, c'est ça. Je comprends, il faut vendre le combat, il faut donner un show. Le show ne se passe pas nécessairement à peser. Puis les gens, ça, c'est pas vendre. On n'a plus besoin de ça. Là, on a plus. Puis c'est pas comme si c'était un pay-per-view. C'est même pas comme si c'était. Je veux dire. Puis est-ce que ça va vraiment plus intéresser les gens à regarder le combat? Exact. C'est pas vendre le combat, Ben. C'est pas vendre le combat, ça. C'est pas comme ça que tu vends un combat. Désolé, non, c'est plus d'essayer d'entrer dans la tête de son adversaire ou juste de l'énergie mal placée, de l'animosité mal placée. Là, t'as juste garde-la pour le lendemain. On va se le dire. Ouais. C'est ça qui arrive. Sean Strickland, 4e victoire de suite. Il a battu Christophe Yotko par décision unanime. Donc ça se passe 185 livres. L'Américain vétéran quand même, il est là depuis un bon bout, puis avec 4 victoires de suite, pourrait s'insérer dans le top 15, devenir un gars qu'on pourrait surveiller, là, Strickland, à 185 livres. J'ai beaucoup aimé la performance de Merab Dvalishvili contre Cody Stamann. Lui aussi, c'est un gars, ça c'est à 135 livres, donc chez les poids coqs, un gars qu'on va devoir prendre un petit peu plus au sérieux. Lui aussi, là, pas ultra spectaculaire, mais dominant physiquement, un gars qui a un cardio incroyable, qui a une bonne lutte.
Puis lui, il en est à 6 victoires de suite de Valijvili. Valijvili, c'est un combattant qui est le fun à regarder, mais il y a un gros problème. Il est dans l'ère des arts martiaux mixtes de spectacle aujourd'hui. Et c'est pas un gars qui termine ses adversaires. Il les domine. Moi, en tout cas, en tant qu'amateur d'arts martiaux mixtes, et il y en a plusieurs qui regardent ça, puis ils capotent le voir combattre. Il est tellement dominant, des techniques parfaites. Écoute, il a un rythme de combat incroyable. Oui. Puis, à un moment donné, il a fait un double leg, il a levé son adversaire, Stamen, puis il est allé avec une projection. Ça s'est fait tout au ralenti. Quand tu es capable de faire des choses au ralenti dans un sport aussi rapide, c'est parce que tu es une coche au-dessus des autres. Puis la technique était parfaite. Moi, j'apprécie ça. Mais pour la compagnie événementielle, ils s'en foutent. Eux autres, ils veulent voir des combattants qui terminent le fight, ils veulent voir des combattants qui vont à la guerre. Ils vont à la guerre, sauf qu'il manque cette finition-là. Je pense qu'il va, au bout de la ligne, ça va lui coûter cher à un moment donné. Même si c'est une séquence de 8 victoires ou 6 victoires, whatever, je pense que ce manque de finition-là d'adversaire va peser sur peut-être son avancement plus rapide que s'il en avait fini 2-3 autres. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, ça joue un petit peu contre lui. C'est un gars, tu te dis, t'as le choix de deux gars là, pour donner un gros combat. Tu vas prendre le plus spectaculaire des deux. Exact. Et malheureusement, c'est possible que ça ne soit pas de Valijvili. Ouais, c'est parfaitement expliqué, ça, Ben. Tu fais raison. C'est parce que s'il arrive entre deux combattants, lequel qu'on va prendre? On va prendre lui qui est plus spectaculaire, même si peut-être c'est du Valijvili qui le méritait. C'est exactement ça. Juste un mot avant de passer au gala qui s'en vient cette fin de semaine sur la disqualification de la Canadienne Randa Markos. Je pense pas qu'il y a de question à si c'était une bonne décision ou pas. Il y a des gens qui disent que son adversaire, mademoiselle Pinheiro, Luana Pinheiro, a joué un petit peu la comédie, a profité de ça pour gagner le combat. Il y a aussi le fait que Markos, c'est sa 4e défaite de suite, je pense. Ça regarde mal pour son avenir dans l'organisation et tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette situation-là? Là, pour les gens qui ne l'ont pas vu, c'est que Markos était sur le dos, son adversaire Pinheiro était au-dessus d'elle, était encore à genoux, et Markos lui a donné un coup de pied au visage, et ce qui est illégal parce que son adversaire avait des genoux au sol. Là. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de toute cette situation-là, Pat? Écoute, c'est sûr que la réaction à Pinheiro a semblé peut-être un peu exagérée. Quand elle a reçu le coup, elle a regardé l'arbitre, puis après ça, elle est tombée, comme si elle avait reçu un autre coup. C'est comme si elle y a pensé. Ouais. C'est comme s'il y a eu une fraction de seconde, elle est comme c'est exact. Exact, tu as tout à fait raison là-dessus. C'est exactement ça qui est arrivé. Mais, bottom line, au bout de la ligne, le coup illégal, c'est Markos qui l'a donné. Et ça partit de ça. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, mais elle aurait pu continuer, puis, tu sais, Markos a reçu des doigts dans l'œil, puis elle a continué. Non, mais ça, c'est son choix, elle. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas faire la comparaison qui veut continuer, qui ne veut pas continuer. Si tu trouves que Pinheiro, elle a fait semblant, ça t'appartient. Moi, je pense qu'elle en a peut-être mis un petit peu, peut-être un peu beaucoup, mais au bout de la ligne, c'est le résultat d'un coup illégal. C'est un peu ce qui est arrivé avec Peter Yan et Sterling. Sauf la différence. La seule différence, par exemple, qui est peut-être un peu excusable, entre guillemets, c'est que Pinheiro, elle, est en train de gagner le combat. Elle a gagné le combat quand même assez facile là, jusqu'à maintenant. Et Peter Yan, Aljamain Sterling, lui, il perdait le combat, puis il en a profité pour faire ça. Mais dans les deux cas, là, le nerf de la guerre là-dedans, c'est que le coup était illégal. Et ça part de là. Donc, il y a des règlements dans l'UFC, puis c'est exactement pour ça, pour protéger les combattants. Après ça, ce que les combattants font, ils font semblant, ils fake ou ils sont vraiment knock-out. Mais c'est le résultat d'un coup illégal. Il ne faut jamais oublier que ça part de où, les actions d'un combattant après qu'il ait su un coup. Pat, on est passé à ça, d'assister au retour de TJ Dillashaw ce samedi. Devait affronter Corey Sandhagen dans un combat ultra important à 135 livres. Ouais. Ultra important pour la course au titre. Ultra important pour TJ Dillashaw qui revenait de 2 ans de suspension. Voulait prouver qu'il, même s'il n'est pas dopé, peut être parmi l'élite de cette division-là contre un gars qui a plusieurs voix comme être le prochain champion de la catégorie. Et Sandhagen, lui, avait en tête de
faire dérailler ça, là, ce train-là, Ouais. TJ Dillashaw, de dire « Wow, t'es parti pendant 2 ans, t'as triché toutes ces années-là, t'as plus d'affaires là, mon gars. » Malheureusement, ça n'aura pas lieu parce que Dillashaw s'est blessé à la coiffe du rotateur, à une épaule à l'entraînement. Donc, très, très, très décevant parce qu'on passe d'une carte qui était ultra attendue, carte gratuite, là, que vous allez voir cette fin de semaine à RDS, ultra attendue à une carte que tu regardes ça et tu fais ah, c'est rien pour enlever aux gens qui sont là, qui sont sur la carte, mais ça a été compliqué. Là. On a annoncé le combat final aujourd'hui seulement. On est mardi, à 4 jours du gala. On a annoncé que le combat final allait être Michelle Waterson contre Amanda Ribas. C'est bien ça, ouais, Amanda. Donc, pour vous donner une idée là, à quel point on est en mode panique un petit peu, là, où il a fallu qu'on se revire de bord sur un dizaine, comme on dit en bon québécois. Donc, d'une part déçu, j'imagine, Pat, de ne pas assister à ce gros combat-là. Moi, j'étais intrigué là, par Dillashaw Sandhagen. Ouais, l'important, c'est que les mêmes commentateurs restent. Donc, on va donner le bon job encore. Ça, c'est l'important. Oui. Non, mais oui, puis tu sais, la demi-finale, on était supposé avoir Diego Sanchez contre Cowboy Cerrone aussi qui a tombé. Cerrone, finalement, s'est trouvé un adversaire, Alex Morano. Mais écoute, tu sais, tu peux le voir de deux façons. Oui, c'est décevant parce qu'on attendait des gros combats, puis je vais m'occuper de ça en premier. Sandhagen puis Dillashaw, tout le monde voulait avoir un piece de lui. Tout le monde voulait avoir un morceau de lui quand elle revenait parce que les combattants n'ont pas digéré la façon qu'il s'est dopé. Et là, je vais vous expliquer. C'est que le PO, là, de un, ça demande beaucoup de moyens. De deux, ça demande une bonne équipe autour de toi qui vont mentir aussi pour toi. Et je veux dire, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer ça. Là. Ça coûte cher, là, OK? Puis, ça fait plusieurs personnes qui disaient qu'il était rendu là. Donc, tu sais, tu as le blood doping, un peu le PO, et tu as l'autre genre de doping où le monde, les combattants laissent plus un petit peu passer ça. Mais le PO, on dirait que les combattants l'ont pris personnel. On se dit, hey, t'as cet argent-là, toi, puis c'est ça que tu fais avec, tu sais, pour venir nous battre. Fait oui, c'est décevant, puis surtout pour Sandhagen, je pense que c'était sa porte d'entrée pour ouvrir un combat championnat du monde avec ce qu'il a fait au dernier combat. Ça, c'est sûr. Pour cette carte-là, moi, je trouve que moins qu'il y a de grosses vedettes sur une carte, plus que les combattants vont donner un spectacle parce qu'ils ont des chances d'avoir des bonnets de victoire. Ils ont plus d'exposure sur une carte qui a moins de grosses vedettes. Donc, c'est sûr que c'est un peu ce qui est arrivé la semaine passée, Pat. C'est un peu ce qui est arrivé la semaine passée. Là. On en parlait la semaine passée, puis je regardais ça, puis j'étais comme, ouf, qu'est-ce qu'on veut, ça va ressembler à quoi, tu sais? On a eu la même discussion la semaine passée, puis ça a été une très, très, très bonne carte. En tout cas, la carte principale, surtout, là. Il y a eu des grosses performances. Mais effectivement, à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. Tu sais jamais. Hein, je veux dire, tu peux pas te fier à ce que tu vois sur la carte. T'sais, des fois, ça donne comme le dernier pay-per-view, ça a été ridicule. Il y avait juste des gros noms, puis ça a livré la marchandise. Mais des fois, ça tombe à plat. Puis des fois, c'est des cartes que tu t'attends absolument de rien, puis ça vole à gauche puis à droite. Puis pour Michelle Waterson, je pense que c'est sa 5e finale au UFC. Là. On l'aime beaucoup, Michelle Waterson, au UFC. Là, elle a une finale par défaut, là, mais quand même, 5e finale pour une fille chez 115D qui n'est pas championne, c'est beaucoup. Tu as raison. Parlons-en de cette finale-là. Michelle Waterson, classée 9e à 115 livres contre... Pardon, j'ai dit Amanda Ribas, mais c'est contre Marina Rodriguez, qui est classée 6e. J'avais Ribas sur ma feuille parce que c'était la dernière adversaire. C'était la dernière adversaire de Rodriguez. Rodriguez a battu Ribas à sa dernière sortie. Bref, tout ça pour dire que c'est un combat à 115 livres, 2 filles classées dans le top 10. 2 filles qui ont une seule victoire à leurs 3 derniers combats, donc des filles qui jouent un peu leur position aussi, le veut pas. Et exceptionnellement, ça va avoir lieu à 125 livres. On s'est entendu là-dessus parce que, bon, à la dernière minute, comme ça, couper jusqu'à 115, c'est un petit peu difficile, là, mais bref. Michelle Waterson, on sait un petit peu à quoi s'attendre. C'est une fille de karaté. C'est une fille qui est très athlétique. Marina Rodriguez, c'est une Brésilienne, donc on peut s'attendre à une meilleure grappler, peut-être, Pat, aussi. Ouais, un peu. Ça va être un peu la guerre de style là, qui va être capable d'amener le combat au sol, mais je veux dire, du côté de Waterson, elle aime beaucoup y aller avec le hip throw là, solide. Là. Ouais. Fait qu'elle aime beaucoup travailler au sol également. Elle a un bon ground and pound.
Reste à voir, je pense qu'au niveau du combat debout, Waterson a l'avantage, elle va être plus rapide, elle a plus d'outils dans son coffre aussi. Donc, moi, je pense que Waterson va gagner ce combat-là, mais au bout de la ligne, ça ne changera pas grand-chose dans les classements parce que c'est un combat à 125 livres de toute façon. Fait qu'ils se battent pour une bourse. C'est pas mal pour ceux qui vont aller se battre. Donald Cerrone, tu le disais, devait se battre contre Diego Sanchez. Va affronter plutôt Alex Morono parce que Diego Sanchez a été retranché par l'organisation. Et ça, Pat, c'est une grosse page d'histoire qui se tourne à l'UFC avec le fait qu'on ait coupé Diego Sanchez. Il était le dernier survivant de l'émission Ultimate Fighter 1. Ça faisait quoi, 16 ans qu'il était dans l'organisation 2005, quand même. Ouais, mais puis tu sais, c'est un peu... c'est en ricochet avec Faria, son coach, qui est out of his mind. Il n'est pas dans sa même planète. Il n'est pas sur la même planète que nous autres. Puis, on l'a vu quelques vidéos qui sont passées cette semaine, mais c'est encore pire que ça. Là. Si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, lui, et ce qui se passe aussi, je dis, lui, il fait des entraînements dans l'octogone avec un couteau, puis ses 4-5 élèves là, qui sont dans l'octogone, ils sauvent. Ils font des roulades, puis ils apprennent à faire des roulades pour ne pas se faire attaquer avec le couteau. Je veux dire, il n'est pas là. Il est dans une autre dimension complètement. Il n'est pas très aimé dans le monde de MMA. Il est un peu, mais pour être avec Diego Sanchez, il ne faut pas que tu sois tous sur la même planète non plus. Diego Sanchez, c'est un personnage aussi. Mais c'est vrai, c'est dommage. Il n'a pas été. C'est son combat de retraite. Et je pense que l'UFC voulait donner un combat de retraite à Diego Sanchez. Sauf que tellement d'affaires incontrôlables avec son coach présentement que là, ça ne marchait plus. Là. Son coach est allé donner de la merde à l'équipe de production parce qu'il disait qu'il ne parlait pas en bien de Sanchez, qui était une légende, devrait plus de respect. De quoi tu parles, là? Je veux dire, fait que c'est plate. Moi, je pense que ça aurait été le fun pour Diego Sanchez et pour les fans de l'UFC depuis très longtemps de voir un dernier combat, surtout face à Donald Cerrone. Je veux dire, c'est un bon vieux combat de vétéran. Mais ça n'arrivera pas. Là. Alex Morono accepte le combat vraiment à la dernière minute. Là. Il l'a accepté hier, je pense, ou un matin. Fait que ça va être ça. Au moins, on va voir Cerrone. Oui, c'est ça. Pour la petite histoire, la raison officielle du fait qu'on a coupé la raison officielle du fait qu'on a coupé Diego Sanchez, c'est qu'il n'a pas voulu confirmer qu'il n'avait pas de problème de santé. L'UFC voulait une preuve écrite ou voulait que Sanchez lui-même dise non, je me sens en santé, je n'ai pas de problème à long terme. Je ne pense pas que les arts martiaux mixtes vont me créer des problèmes à long terme au niveau physique et au niveau du cerveau. Là. Et c'est un peu ça parce que en fond, on se protège au niveau de l'UFC, là, parce qu'après ça, on peut pas se faire... le combattant à sa retraite qui commence à avoir des problèmes, disent « Ouais, mais là, ils savaient que j'avais ces problèmes-là, puis ils m'ont obligé à me battre ou ils m'ont permis à me battre dans l'octogone, alors que je leur avais bien spécifié que ça se pouvait que j'aille des séquelles et tout ça. L'affaire aussi, Ben, c'est que les tests médicaux qu'on fait à toutes les fois qu'on va se battre, les tests de tête, il faut que tu le fasses 2 fois par année. En tout cas, je vais vous parler quand moi je me combattais. Les scans de tête 2 fois par année, les tests de sang 2 à 3 fois par année. Puis là, sinon, pour avoir ta licence de combattant, il faut que tu passes des tests de yeux aussi au niveau de la vision. 35 ans et plus, tu as des électrogrammes à passer aussi. Mais ça, c'est tout personnel aux combattants. On se demande comment ça se fait que Gold Bisping s'est battu avec un œil. Là. Ben, je veux dire, d'après moi, il a donné une couple de piastres à l'ophtalmologiste, je veux dire, tu comprends? Donc, fait que c'est pas l'UFC qui prend contrôle des tests médicaux. C'est le combattant qui va fournir ces tests-là, puis après ça, ben, là-bas, la commission athlétique va regarder ça, puis va dire, OK, on va te donner ta licence. Parce que c'est pas l'UFC qui donne la licence, c'est la commission athlétique. Fait qu'un coup, ta licence de combattant, ben, l'UFC fait confiance à la commission athlétique, il va dire, OK, tu as ta licence. Sauf que là, pour se protéger, l'UFC, on connaît Diego Sanchez, on connaît son histoire. On a juste, puis peut-être probablement pour se protéger eux, mais pour protéger Diego Sanchez aussi. Je pense pas qu'on lui voulait du mal. Là. Après tant d'années, on ne l'a pas gardé 15 ans de temps, même plus longtemps que ça. Là, c'est en 2005, c'est 2016. Là. Fait que, ça fait 16 ans. Là, ça fait 2005. Fait que, je pense pas qu'on lui voulait du mal. Je pense qu'on voulait être sûr et certain qu'il arrive à rien aussi. Déjà, qui est assez space.
On voulait juste être sûr que ça se dénigre pas plus. Là, il a posté, quand la nouvelle est sortie, là, il a inscrit sur ses médias sociaux « Enfin libre », en voulant dire je peux maintenant aller signer avec n'importe quelle organisation. Est-ce qu'il y a une organisation... Puis il les a tout écrit. Ouais, c'est ça, il les a tout tagués dans ses posts, effectivement. Donc, ce serait un candidat, Pat, à se retrouver à Bare Knuckle. Bon. C'est ça qui va arriver. J'espère pas, mais je sais que c'est ça qui va arriver. Cerrone qui va se battre en fin de semaine en quête de sa première victoire depuis mai 2019. Imaginez, Pat était sur place, ça se passait à Ottawa. Et il avait battu Al Iaquinta, une super performance depuis ce temps-là. 0-4 et 1. 0-4 et un nul technique. Son dernier combat contre Nico Price, qui était un combat nul, qui a été transformé en nul technique. Et ça fait un bail que dans Cowboy Cerrone n'a pas gagné. Lui, c'en est un autre qui devrait peut-être penser à se retirer éventuellement, mais regardez. Les Cowboys, on le connaît. Donc... Dans le combat contre Nico Price, on a vu le poids des années et le poids des combats de Cerrone. On a vu que là, ça commence à être un peu plus difficile. Là. Oui, ça va rester Cerrone. Oui, ça va rester. Ouais, ça va rester. Tu mets Cerrone, il y a 3-4 ans, contre Nico Price, il traverse. Là. À un moment donné, tu regardes le nombre de combats qu'il a fait, les guerres qu'il a eu, puis il en a fait coller des combats aussi. Hein. Exact. Fait que tu as l'âge d'un combattant, puis je l'explique souvent, tu as le fighting age. L'âge de combat des combattants. Tu as l'âge normal et l'âge de combat. Et clairement, du côté de Cerrone, il n'est pas pareil partout. Là. Moi, je pense que le fighting age de Cerrone, il est rendu au troisième âge. Il est rendu au troisième âge, c'est ça, en âge de combattant. À suivre donc cette fin de semaine, la finale Michelle Waterson contre Marina Rodriguez et en demi-finale, probablement la carte n'est pas finalisée, mais Morono contre Cerrone. Il nous reste une quinzaine de minutes, Pat, on veut parler de PFL. Troisième gala de la première section, de la première phase là, qui va avoir lieu, troisième et dernier en fait, là, de la première phase qui va avoir lieu en fin de semaine, mettant en vedette Fabricio Werdum, qui fait ses débuts avec l'organisation, ancien champion intérimaire de l'UFC, et Kyle Harrison, dont on parle souvent ici au podcast, qui est une des meilleures combattantes au monde, clairement la meilleure à 155 livres aussi, championne de la dernière saison là, en 2019. Donc ça va avoir lieu cette semaine, jeudi, disponible à TSN pour ceux qui sont intéressés. Le TSN en anglais diffuse les combats de PFL cette année. Jeudi dernier, c'était la deuxième portion, le deuxième gala de la première phase qui mettait en vedette Rory McDonald, qui faisait ses débuts lui aussi à l'organisation. Il n'a pas raté ses débuts, le Rory. On le connaît, l'ancien aspirant à l'UFC, ancien champion chez Bellator, un gars qui s'entraînait chez nous jusqu'à tout récemment, un Canadien, Montréalais d'adoption. Il a passé au travers de Curtis Millender, un autre ancien de l'UFC, assez facile, avec un étranglement arrière au premier round. Ouais, puis Millender avait accepté le combat, ça fait pas très très longtemps, là, où Rory avait perdu son premier adversaire initial. On s'attendait à ça, mais avec ce qui s'est passé avec Nathan Schultz puis Pettis, tu te dis qu'il y a des surprises, ça peut arriver, là, des affaires qu'on pense. Sauf que, écoute, là, on a vu Rory rentrer dans ce combat-là. Dans les derniers combats qu'on a vus, on sentait peut-être un désintérêt maintenant au niveau du sport. Mais là, on dit qu'il a retrouvé. Il a retrouvé la flamme. Je pense peut-être changer d'équipe aussi, s'entraîne avec Sanford MMA. Ça va peut-être donner un autre aspect. Il a vu d'autres choses. Des fois, ça te prend juste ça pour t'en donner de la motivation. Puis il est rentré là, puis écoute, il est allé tout de suite chercher l'amener au sol. Puis ça a été une marge dans le pack là, quand même pour Rory. Il y a aussi Ray Cooper à 170 livres qui s'est battu. Lui, il est le champion de la dernière saison. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de saison 2020. PFL avait cessé ses activités en raison de la pandémie. Donc, la dernière saison complète de PFL, c'est en 2019. Ray Cooper avait gagné cette saison-là, donc avec le gros chèque d'$1 million comme champion des 170 livres. Lui aussi, il a gagné par étranglement arrière ou par soumission, en fait, au premier round. Lui, c'était contre Jason Ponette. Cooper va être le plus gros adversaire cette saison de Rory McDonald, fort probablement. Là, la première je pense que c'est le seul qui peut vraiment donner de la misère à Rory. Puis comment ça marche, dans le fond? Ils sont 8. Et là, les 4 premiers à la fin des combats, à la fin, c'est comme un run-robin. Là, les 4 premiers vont passer en play-off.
Là, il va y en avoir 2 de chaque côté, 4 de chaque côté. Après ça, on va se rencontrer pour la finale. Et le chèque de 1 million, là, il faut comprendre, c'est que si tu gagnes tous tes combats, ça va te donner 1 million. Tu es payé à chaque combat, puis à la fin, quand tu deviens champion, tu as gagné 1 million total. Donc, le champion va avoir gagné 4 combats. Donc, les 2 de la ronde préliminaire, sa demi-finale et sa grande finale, pour un total de 1 million de dollars. Donc, on peut diviser ça en 250 000 environ par combat, ce qui est non négligeable quand même. Tu vois, c'est très bien. Puis aussi, là, tu te demandes, ouais, mais s'il y en a 5 qui ont gagné le combat, comment on fait pour faire passer les 4 premiers? Ben, ça va au point. Tu sais, si tu gagnes par finish au premier round, ça donne 6 points. Si tu gagnes par finish au deuxième round, ça donne 5 points. Puis décision, 3 points, whatever. Là. Mais c'est un style, c'est un système de points comme ça qui, à la fin, on va départager qui se rend justement en séries éliminatoires. C'est ça. Donc, pour l'instant, chez les mi-moyens, à 170 livres, donc, Rory McDonald et Ray Cooper sont en égalité en tête avec 6 points chacun. Les 2 ont gagné par soumission, par finish. Donc, ce qui leur donne 6 points. Je vais revenir. Le premier gala a lieu le 23 avril, un gala où Olivier Aubin-Mercier devait participer. Malheureusement, on le sait, il est blessé. Et là, dans ce combat-là, tu parlais de surprise. Là, juste le dire aux gens, Nathan Schultz, qui est le champion de la dernière saison, lui a perdu son combat contre Marcin Held. Donc déjà, c'est très mal parti dans son cas. Il y a Anthony Pettis qui fait ses débuts à PFL, a perdu également par décision contre Clay Collard, un gars qui... Ouais, c'est ça, Clay Collard. Et tu sais, Pettis, là, on se dit ancien champion WEC, ancien champion de l'UFC, va passer au travers de Collard qui a été à l'UFC pendant 4 combats, une fiche d'une victoire, 3 défaites. Ben non, c'est Collard qui a eu le dessus dans ce combat-là. À 145 livres, toujours à PFL, Lance Palmer qui a gagné les 2 dernières saisons, les 2 derniers chèques d'1 million de dollars à 145 livres, ancien champion de World Series of Fighting, l'ancêtre de PFL, a perdu aussi son premier combat. Ouais. Donc, c'est ouvert. Là. Tout peut arriver. Et pour en revenir à Olivier Aubin-Mercier, et pour vous donner une idée, à 155 livres, présentement, il n'y a personne qui a gagné par finish. Donc, il y a quadruple égalité en tête à 3 points. Et là, je vous disais que ça, c'était la première phase. La première phase est divisée en 2. Donc, il y avait 3 galas présentés au mois d'avril, 3 galas qui vont être présentés au mois de juin. Le 10 juin, ça va être le prochain gala où les 155 livres seront en action, les poids légers. Et là, Olivier Aubin-Mercier lui est parlé cette semaine. C'est toujours son plan de revenir à l'action à PFL le 10 juin. Et lui, son gros défi, ça va être de... En fait, il n'a pas le choix de gagner par soumission. Il veut espérer passer au prochain tour. Parce que lui, il va avoir juste un combat là, pour se faire valoir, pour essayer de passer à la ronde éliminatoire, passer en demi-finale. Ce qui lui donne une chance, comme je le disais, c'est que personne n'a gagné par finish. Mais par contre, lui, il n'a pas le choix de gagner par finish. Il va faire 6 points à son prochain combat et espérer que ceux qui ont gagné la semaine dernière perdent et ceux qui ont perdu gagnent, mais pas par finish. Tu comprends ce que je veux dire? Pour que 6 points, Olivier puisse se faufiler. Donc, on s'entend que c'est pas facile, mais la bonne nouvelle pour Olivier, c'est qu'il semble se remettre quand même de sa blessure. Va pouvoir se faire valoir à PFL pour, s'il est chanceux, passer cette année en demi-finale, mais pour peut-être l'an prochain revenir, être rappelé pour faire partie du tournoi aussi. Là. Ça dépend toujours contre qui va se battre, mais moi, honnêtement, je pense que le tournoi des 157 livres est beaucoup plus relevé que celui des 170. Je pense qu'il y a beaucoup plus de talent, les gars sont solides. Mais c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de chance, mais comme disait Lloyd dans Dumb and Dumber, there's still a chance. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. So you're telling me there's a chance. There's a chance. mais l'important pour Olivier, là, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'en fasse avec ça. Lui, il a son sort entre ses mains. Il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il va aller là. S'il finit son gars, tant mieux. Il a 6 points. Puis le reste, il n'y a pas le contrôle. Fait qu'il faut qu'il se concentre à ce qu'il est capable de contrôler, non pas ce que les autres vont faire, comme on vient de le dire, parce que ça va trop le déranger. Puis de toute façon, ça ne change absolument rien. Il s'en fait avec ça. Fait que, qu'il aille là, qu'il finisse son gars, pas 6 points,
dans la plus belle des chances, capable de passer. Les odds ne sont pas très élevés, on s'entend. Mais il reste que s'il est capable d'aller là puis faire une performance de feu et de finir, là, boum, OK, Olivier is back. Si on s'entend, là, on se rappelle, il est sur 3 défaites de suite. Hein? Là, Olivier is back, OK, là, c'est le fun. Là, la machine repart. On recommence à reparler d'Olivier. Ouais. On recommence à Bon, pour sa confiance à lui. Pour sa confiance, exactement. Fait que peu importe, là, il faut qu'il se concentre sur un seul combat. Est-ce que tu aimes ça, on en parlait avec côté là-bas, là, de dire c'est un boni, là, finir ton gars au premier round, là, tu sors de là pas blessé, tout ça, mais là, dans ce cas-ci, c'est un boni. C'est vrai que c'est un boni, là, parce que tu fais plus de points que si tu y vas pour la décision. Ça encourage les gars à prendre plus de chances, peut-être, et à prendre des risques. Est-ce que tu aimes ça? Si ça avait existé pendant que tu te battais, est-ce que tu aurais aimé te battre dans un concept comme ça? Ben, peut-être que oui. Écoute, je pense que c'est une excellente idée de promotion pour pousser les gars à vouloir finir les combats, ça c'est sûr et certain. Écoute, dans l'UFC, on a des bonus monétaires pour ceux qui font des belles performances. Puis à PFL, ben, ça marche avec un système de points. Puis, écoute, je pense que c'est vraiment bon pour pousser les gars à aller finir les combats. C'est sûr que, écoute, ça dépend toujours comment tu sors. Tu sais, c'est un système de tournoi. Hein, fait que ça dépend comment tu vas sortir de là, si t'es magané ou pas. C'est pour cette raison-là que les coups de coude ne sont pas permis jusqu'à la finale. Donc, tu n'as pas le droit de donner de coups de coude en préliminaire. Donc, juste à la finale, tu as le droit justement pour éviter les coupures, pour éviter les grosses blessures qui prennent du temps à guérir. Parce que les tournois reviennent quand même assez vite, puis il faut que tu continues à t'entraîner. À 6 semaines d'avis, là, ouais. C'est ça, puis il faut que tu continues à t'entraîner. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner de coups de coude dans les préliminaires, juste en la finale. Donc, mais oui, vraiment des questions. Ça pourrait être... je pense que j'aurais aimé ça. Parce que c'est ça, l'approche du combattant devient différente. Je me mets à la place d'Olivier Aubin-Mercier, tu sais. Bon, il est conscient que ses chances de passer au prochain tour sont minces dans le sens où il y a un combat de moins que les autres, là, tu sais, juste ça. Mais tu sais, est-ce qu'il rentre là avec le fait de dire j'ai pas le choix de gagner? Ou je me mets à la place de Nathan Schultz, là, qui a une ceinture à défendre, qui a un titre à défendre, qui lui se dit aïe, j'ai pas le choix là, de finir mon adversaire rapidement au prochain tour. Là. Ouais. C'est une pression supplémentaire. C'est pas tous les combattants qui sont capables de le prendre et qui vont bien réagir là, face à ce défi-là supplémentaire, là, j'imagine. C'est là donc on voit la différence entre l'approche psychologique des différents combattants aussi. Là. Absolument. Puis on dit tout le temps, si tu cours après le carreau, il ne reviendra jamais. Tu y vas, puis à un moment donné, il va arriver. Sauf que là, dans cette situation-là, quand tu perds ton premier combat, ou là, tu arrives à une égalité, là, il faut que tu cours après. Puis là, plus que tu cours, plus que tu peux t'exploser. Puis pour les fans, pour l'organisation, ça donne des spectacles extraordinaires. Mais pour les combattants, des fois, c'est un 25 cents que tu sors dans les airs. Un couteau à double tranchant, exact. Et juste pour vous mentionner que le 10 juin, donc prochain gala de PFL, prochain gala de la deuxième phase, sera les débuts de Claressa Shields, également en arts martiaux mixtes. Elle va affronter une fille qui s'appelle Brittany Elkin, donc une fille qui n'a pas une grosse fiche. Elle n'est pas dans le tournoi, là, Claressa Shields. Là, on l'a signé, on espère. Honnêtement, je pense que c'est la nouvelle qui m'excite le moins depuis 5 ans. Sérieux, là. Moi, je suis curieux, non? Non, je trouve qu'elle parle beaucoup. Pour ce qu'elle a fait. Oui, elle a gagné à la boxe, mais je veux dire, elle se parle comme une grosse gagneuse. Puis, je veux dire, on dit elle est bien plus puissante que Marie-Ève Dicker. Oui, elle l'a dominée. Elle avait juste 2 KO en 10 combats aussi. Là, je veux dire, je trouve qu'elle parle beaucoup. Oui, mais des rounds de 2 minutes, là, des rounds de 5 minutes, elle va peut-être être capable de justement de pouvoir montrer sa puissance, peut-être. C'est tout ce que les filles disent. C'est tout ça qu'ils disent, les filles. Ils disent, si j'avais ma minute supplémentaire, là, j'en aurais passé des KO. Puis des fois, je suis d'accord parce que tu as beau cogner moyennement fort, mais si tu cognes souvent, tu es capable de toucher solidement. En bon québécois, tu ramollis ton adversaire pendant 2 minutes, tu finis dans le 3e. Là, que les moi, je pense que c'est la même raison pour Marie-Ève Dicker aussi. Là. Je pense, on l'a vu souvent, ses adversaires être sauvés à la 2e minute. Mais là, c'est 5 minutes. Moi, j'ai hâte de voir. Le mec, elle reçoit son premier coup de pied dans les jambes. Là, puis le mec, elle passe 1 minute au corps à corps, puis que l'arbitre ne les a pas séparés, puis il faut qu'elle lutte. Là. Elle va chercher son souffle, pas à peu près. Là. Je veux dire, elle n'a aucune expérience en arts martiaux mixtes, puis elle rentre direct dans PFL. Je te dis, ça va être un choc.
Ça va être un choc. Je ne souhaite pas de malheur, là, mais ça va être vraiment un choc. Moi, personnellement, ça ne m'excite pas tant que ça, cette nouvelle-là. Mais écoute, si elle est capable d'aller chercher un bagage qui peut se rendre un peu plus complète, au niveau du combat debout, je pense que c'est la seule qui pourrait donner de la misère à Harrison. Mais Harrison est tout seul à 155. Ouais, elle n'est pas rendue à Kyle Harrison. Là, je suis entièrement d'accord. Mais moi, de mon côté, je suis curieux. Je suis curieux de voir comment elle va pouvoir transposer ses habiletés, tout ça. Puis, on verra. Je vais donner la chance à la coureuse, comme on dit. Deux petites nouvelles en terminant. Leon Edwards contre Nate Diaz. Un combat qu'on attendait en demi-finale de l'UFC 262, qui est la semaine prochaine. Là. Pauvre Leon Edwards. Ouais, c'est vrai. Pauvre Léon, man. C'est remis, mais un mois plus tard. C'est pas si pire. C'est une blessure mineure de Nate Diaz. On a gardé le combat, on a gardé les deux mêmes combattants, puis on va mettre ça en demi-finale du gala suivant, le gala pay-per-view suivant, l'UFC 263, mois de juin. Mais ouais, c'est un autre tuile. À fil pour lui, là, c'est rendu ridicule. Il ne s'est pas battu depuis 2 ans quasiment, revient, doigt dans l'œil dans Mohamed. Ouais. Là, on lui donne un gros combat pour se faire voir. Finalement, ça ne marche pas encore. Le gars, il y a une malédiction autour de ce gars-là. C'est une séquence de 7 victoires. On le boude pour donner des gros combats. C'est le mal-aimé de l'organisation. Moi, je ne le connais pas personnellement. Là, je fais juste dire, au niveau de la situation que je vois de l'extérieur, je suis sérieux, il y a de quoi. Il y a de quoi qui se passe avec ce gars-là dans la malédiction, dans la curse autour de ça. Ça se peut pas. Il ne peut pas avoir un break. Non. Ça c'est confirmé. Donc, mais bon, on va le voir à moitié plein, c'est ça. C'est juste remis à un mois. En espérant qu'il ne se passe pas d'autres choses d'ici là. Je veux finir avec un article que tu m'as envoyé tantôt, l'UFC qui nous a qui a dévoilé publié une étude sur les commotions cérébrales, des données. On a colligé des données pendant 2 ans sur l'effet des commotions cérébrales et on veut, grâce à ça, créer un protocole de retour à l'entraînement, de retour à la compétition, de retour à la pratique, en fait, des arts martiaux mixtes pour les combattants qui subissent une commotion cérébrale. Donc, d'une part, reconnaître le fait qu'on a une commotion cérébrale, parce que c'est pas juste en ayant un KO là, qu'on peut avoir une commotion cérébrale, on peut en avoir à l'entraînement et tout ça. Donc, reconnaître les effets, comment les prévenir et surtout quelle étape faire, quel protocole suivre pour un retour sécuritaire au jeu, à la compétition. Intéressant quand même que l'UFC utilise ses moyens, l'UFC utilise son institut de performance pour faire des études complètes comme ça et disponibles à tous les combattants, là, pas juste les combattants de l'UFC aussi. Là. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment le choix présentement quand on se compare à la Ligue nationale de hockey, à la NFL, qui ont tous des protocoles très sérieux pour les commotions cérébrales. Puis on s'entend, on joue au hockey puis on joue au football. On ne se tape pas sur la tête, même s'il y a des contacts. Là, c'est un sport où la violence est quand même assez élevée et on se frappe sur la tête. C'est ça le but. En guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça le but de ce sport-là. Donc, c'est sûr qu'il fallait qu'à un moment donné, ça arrive, cette affaire-là. L'UFC essaie d'être le plus transparent possible sur la gestion de la protection des combattants. Je pense que c'est tout à leur honneur présentement. Ça démontre qu'ils care, qui ont comment on dit ça en français? Ils font attention à leurs combattants. Là. Exact. Qui veulent en prendre soin puis qui ne veulent pas avoir des combattants, des athlètes qui ont passé par l'organisation, qui ont des troubles à long terme. Donc, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les combattants, c'est une bonne nouvelle pour le sport, parce que pour le sport en général, je pense que tout le monde, les autres organisations, puis même tous les combattants de partout dans le monde vont jeter un œil là-dessus pour être plus renseignés justement sur c'est quoi une commotion cérébrale, les protocoles. Parce que même à ça, tu sais, les gars qui se battent là-dedans, là, c'est tout un peu des machos, là, on va se le dire, là, j'ai pas mal, puis moi je suis tough. Sauf que quand tu te réveilles le matin, tu as mal à la tête, tu es étourdi, tu n'es pas capable de jouer avec tes enfants, tu veux savoir ce qui va pas bien, puis tu es trop orgueilleux pour aller voir un docteur pour te demander à quelqu'un qu'est-ce qui va pas. Bien là, tu vas avoir quand même d'informations pour OK, j'ai ces symptômes-là, ça. OK, là, c'est peut-être temps que je pisse mon orgueil puis j'aille voir quelqu'un, un professionnel pour me conseiller. La différence entre, tu faisais le parallèle avec les ligues professionnelles là, qui elles-mêmes s'auto-régulent, tu sais, la LNH crée ses propres règlements et crée ses propres protocoles de retour au jeu. Tu sais, l'UFC essaye de faire ça,
mais ça demeure toujours les commissions athlétiques qui régulent. C'est comme ça que la loi est faite partout. Mais on s'entend que les commissions athlétiques n'ont pas les ressources qu'il faut pour s'assurer. Oui, comme je le disais tantôt, le Dominique Reyes, suspension de 6 mois, ne peut pas revenir à cause de la violence de son KO. Mais il n'y a rien qui empêche Dominique Reyes. Non, il ne se battra pas en compétition. Mais il n'y a rien qui empêche Dominique Reyes d'aller dans le gym demain matin et de faire du sparring pendant 5 rounds de 5 minutes. L'UFC essaye d'éduquer les coachs, d'éduquer ses combattants, de prendre ses propres moyens pour éduquer les gens, de dire, regardez, si vous voulez avoir une longue carrière, on connaît de plus en plus les effets à long terme des commotions cérébrales aussi. Donc, faites attention à vous. On n'ira pas les surveiller, on n'ira pas les prendre par la main pour leur dire quoi faire, mais on leur donne au moins les outils pour le faire. Et tu sais quoi, Ben? Il n'y a rien qui empêche Dominique Reyes aussi d'aller refaire un scan dans 2 mois et que là, son scan soit correct. Ils font pas des. C'est des scans de tête, là. Fait que, son scan est correct. Il y a un docteur qui approuve, il dit fit to fight, bang, puis ils reviennent après 3 mois, mais qu'il ne soit pas guéri à 100%. Ça se peut, ça. Puis, je veux dire, c'est comme ça. Mais encore une fois, ça revient à dire ce que je disais tantôt. Les tests médicaux, c'est fourni par les combattants à la commission athlétique. Je ne dis pas que tout le monde crosse le système, là, mais je veux juste te dire que eux autres prennent les documents que le combattant envoie. Puis si le docteur s'est marqué, OK, fit to fight, il est fit to fight, c'est un professionnel de la santé qui a dit qu'il était correct. Ça a toujours été un peu le Far West, ce milieu-là. On essaye de donner, comme je le disais, des outils aux gens. Puis ça, on peut juste. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Ça, c'est pas parfait. Il reste beaucoup de choses à accomplir pour amener ça à des niveaux de sécurité équivalents aux grandes ligues professionnelles. Mais on peut juste lever notre chapeau à l'UFC, d'au moins faire les efforts et de donner des outils à ces combattants pour s'éduquer et améliorer leur pratique aussi. Donc, je suis content. Ça a l'air d'être une étude assez exhaustive. Là, on parle de presque 500 pages quand même. Là, donc, de bons outils là-dedans. C'est ça, je me demandais si tu l'avais lu au complet. Je dis, d'abord, tu n'as pas eu le temps. J'ai lu le résumé. C'est ça, moi tout. On a tout fait ça. Pat Côté, merci beaucoup. Ça fait 1 heure qu'on jase. Ça a passé super vite. On espère que ça a passé aussi vite pour vous qui nous écoutez. Peu importe ce que vous faites, on apprécie, comme je le dis à chaque semaine, votre fidélité. Pat, on t'écoute avec JP cette fin de semaine pour le gala à l'UFC. On va se coucher de bonne heure. Là. C'est bon. 6 heures à RDS pour la carte préliminaire, 20 heures pour la carte principale en intégralité sur nos ondes. Merci de nous écouter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao tout le monde. Ciao.